faut savoir que, de toute façon, le burn-out, même si c'est pas une maladie en tant que telle, il est quand même répertorié dans les maladies mentales. C'est un syndrome, mais il est quand même dans les maladies mentales. Donc, à un moment donné, il faut l'accepter aussi comme ça. Et c'est pas grave si je dois passer par un psychiatre. Oh là là, je vais voir un psychiatre ou je prends des antidépresseurs, ça veut dire que je suis folle et mais en fait, il y a des fois, des moments dans ta vie où tu as besoin de cette béquille. Nous avons tous fait au moins du burn-in, tu vois. Peut-être pas le burn-out jusqu'au bout. Peut-être Mhm. qu'on n'a pas, voilà, été bloqué devant la porte parce qu'on était incapable de sortir de chez nous. Que la question n'est pas de savoir qui aura un burn-out, mais quand. Hello, moi c'est Est-ce que tu es bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie, tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et te permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir une autre invitée qui s'appelle aussi Sarah, parce que le dernier épisode que tu avais écouté, c'était aussi avec une autre Sarah, mais cette fois, j'accueille Sarah de Boost Ton Feeling Good qui va venir nous parler d'un sujet hyper intéressant qu'on entend pas mal parler en ce moment. Justement, on va en discuter avec elle. C'est pour mieux comprendre le burn-out aussi, pour mieux l'éviter. Donc, bienvenue Sarah sur ce podcast. Je suis ravie de t'avoir ici. Merci beaucoup, Anna-Alice. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, comme tu dis, c'est un sujet très important qui concerne de plus en plus de monde, surtout avec le contexte sanitaire actuel. Donc, c'est très pertinent et du coup, merci beaucoup de me donner cette occasion d'en parler, histoire de communiquer à plus de monde pour qu'ils prennent conscience de leur épuisement et puis de lever le pied avant que ce ne soit voilà, plus grave, plus fatal. Avant de commencer, si tu me le permets, comme ça les personnes te connaissent mieux, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement pour que les gens sachent qui tu es? Je m'appelle Sarah. Je suis maman de 2 enfants en bas âge et je suis infirmière, conseillère en naturopathie et coach anti-burnout, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes à sortir du burn-out lorsqu'elles sont bien dedans, mais aussi je les accompagne à l'éviter parce qu'on verra par la suite que finalement on peut faire un épuisement suite à une surcharge de travail, mais on peut en faire voilà, il y a d'autres déclencheurs de stress et donc des fois on est au tout début, on est au milieu et des fois on est voilà, en phase d'effondrement. Donc moi j'accompagne les femmes avant, pendant et après un surmenage via un accompagnement pluridisciplinaire où il y aura de la connaissance de soi, des techniques de relaxation, de l'organisation et surtout de la créativité. J'utilise le tricot comme outil de méditation, d'auto-hypnose, même pour booster l'estime de soi. Et aussi pragmatique. J'aime bien insister là-dessus. J'accompagne vraiment de façon très concrète, c'est-à-dire on ne fait pas d'ésotérisme, on ne fait pas de spirituel. Et aussi, j'anime un podcast qui s'appelle Le Café des Burnies, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Ou pareil, tous les lundis, on va traiter d'une thématique. Puis le but, c'est comme je dis, d'îler du peps à des nanas épuisées à travers des conseils, mais aussi des témoignages. Donc, on peut entendre d'autres personnes qui sont passées par des phases très difficiles et puis qui ont réussi à remonter la pente et à aller mieux. Et le but, c'est de connaître leur parcours pour s'en inspirer et se dire, moi aussi, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. C'est top, Sarah, merci beaucoup. En tout cas, je vous le recommande, ce podcast. Je l'écoute vraiment très régulièrement maintenant et j'adore parce que ça permet aussi de se sentir moins seul. Et de se dire que voilà qu'il y a une façon de s'en sortir, que c'est pas quelque chose que tu es voué à rester un peu dans ce mal-être un peu qui est vraiment désagréable, hein, soyons clairs. Donc vraiment, je le conseille et je mettrai de toute façon toutes les informations, que ce soit sur YouTube ou sur le podcast, je les mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller retrouver toutes ces informations-là. Et moi, Sarah, en fait, je suis un petit peu curieuse si tu es d'accord de juste nous dire un petit peu par rapport à toi, ton parcours, parce que tu as dit que
tu es toujours infirmière, mais maintenant tu t'es reconvertie. Est-ce que toi-même, tu as eu un burn-out ou quelque chose qui t'a fait aller dans cette direction-là, ou c'est justement par ton métier que tu as décidé un petit peu d'aller dans cette voie-là? Comment ça s'est passé pour toi pour En fait, décider? je dirais qu'il y a il y a plusieurs choses, mais allez, je vais en tirer deux. La première, c'est que quand j'ai eu mon premier, donc mon grand, ma première matrescence, franchement, elle était très difficile. Je pense que toutes les premières fois, elles sont difficiles, mais il est vrai que j'étais overstressée et que j'ai connu l'épuisement. Vraiment, littéralement, j'ai connu qu'est-ce que c'est qu'être épuisé avec Mm. des nuits inexistantes et des pleurs quasi permanente jour après jour pendant 18 mois, 2 ans. Et c'est vrai qu'au bout de 18 mois, j'ai vraiment craqué. J'étais épuisée ou j'avais plus le plaisir d'être avec lui. J'avais plus le plaisir de partager des moments avec les autres. J'étais hystérique. Franchement, voilà, j'ai changé de bord, quoi. Comme on dit, je me reconnaissais plus. Et là, c'est vrai qu'on commence à se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, tu vois, tu as un entourage qui te dit, attention, tu es en train de faire ça, attention, c'est pas bon. Moi, j'ai une copine qui n'arrêtait pas de me dire, mais lâche prise, mais lâche le contrôle, mais voilà, relativise parce que tu vas aller droit dans le mur. Nanana. Et c'est vrai que l'entourage m'a aidé à travailler sur moi pour changer mes comportements, changer mes excès, parce que oui, clairement, j'étais en bon burn-in parental. On verra après ce que c'est qu'un burn-in. Mm. Mais il y a aussi une autre, un autre argument, j'ai envie de dire, c'est que quand j'étais en congé parental, je faisais des ateliers tricot. Parce que voilà, la trichothérapie, c'est quelque chose que j'ai découvert avec, pareil, la première grossesse. Et je savais que c'était un outil puissant et que tout le monde devrait l'utiliser. Bref, je suis en congé parental. Je voulais pas tourner autour des couches pendant 3 ans. Donc, je me suis dit, pour voir du monde, pour me sociabiliser, pour avoir quand même un projet personnel, tout ça, je vais faire du tricot et je vais animer des ateliers. Je commence à animer des ateliers. Et là, bizarrement, toutes les personnes qui viennent à mon atelier, elles sont fatiguées, elles sont stressées, elles sont en épuisement, elles n'en peuvent plus. Et finalement, l'atelier qui est censé être loisir créatif se terminait toujours par de la discussion et vraiment comme si ça devenait un divan en fait pour deux psys. Alors, Un je suis groupe pas de psy, parole, bien en fait, évidemment, un mais peu. ouais, c'est ça. Et du coup, vu que tu es infirmière, des formations professionnelles, tu commences à poser des questions sur l'hygiène de vie. Tu sais, l'infirmier, là, le cordonnier qui est mal chaussé, moi, j'étais épuisée, mais attention, je vais quand même te dire, toi, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton quotidien? Non, mais c'était Ouais, c'est clairement clair. ça. Et puis, les conseils fonctionnaient. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours un suivi avec les personnes qui faisaient mes ateliers et ouais, elles étaient plutôt satisfaites et elles étaient contentes après l'atelier parce que tu vois, elles se sont déchargées et c'est ça, plus ça. Je me suis dit, en fait, ce burn-out, il est un peu partout Mm. où c'est psychologique. Allez, on va approfondir le sujet. Et quand j'ai commencé vraiment à me renseigner, à lire des livres pour, tu sais, les thérapeutes et compagnie, donc aller plus dans le détail du mécanisme, je me suis dit, en fait, mais j'en ai fait plein des Mm. épuisements au cours de ma vie professionnelle parce que ça m'est arrivé de tomber dans les pommes dans le service, de tomber dans les pommes après une douche. Ça m'est arrivé de craquer, alors pas dans le milieu professionnel, mais ça m'arrivait de craquer dans le milieu personnel. Et je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'était des signes de fatigue. C'est juste que moi, à l'époque, je connaissais pas du tout le burn-out. Je savais pas ce que c'était. Et je pense que même, j'étais pas prête, tu sais, à l'accepter. C'est-à-dire, de quel épuisement tu parles? Je suis forte, je me Mm. débrouille, je vais aller jusqu'au bout. Comment ça, je suis épuisée? C'est n'importe quoi. C'est des trucs de petite nature. Donc, je pense Mhm. qu'à l'époque, dans tous les cas, je ne l'aurais pas intégré, mais je ne le connaissais pas. Donc, c'est Mhm. venu tardivement, voilà. Une petite rétrospection qui a fait que, oui, oui, j'en avais fait des burn-in en milieu professionnel, mais je l'ai découvert beaucoup plus une fois devenue maman. Ouais. C'est super intéressant aussi de voir que finalement, tu étais dans la situation et le fait de voir que d'autres femmes étaient aussi dans cette situation, tu as pu prendre conscience aussi finalement que toi-même,
tu souffrais quelque part de ça et tu as pu aller plus loin parce que tu avais cet effet un petit peu miroir des autres. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on ne se rende pas compte nous-mêmes qu'on est dans cette situation. Et c'est vrai que moi, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai fait un burn-out ou autre chose. Et c'est là qu'après, voilà, j'aimerais bien aussi différencier un peu tout ça. Je pense que tu pourras peut-être nous aider parce qu'on entend beaucoup de noms comme burn-out, comme là, en l'occurrence, quand tu parlais de la maternité, on a aussi la dépression postpartum. Comment, en fait, distinguer toutes ces choses-là? Alors, déjà, je pense qu'on va commencer par qu'est-ce que c'est un burn-out à proprement dit déjà pour les personnes qui ne sauraient pas, parce que moi-même, je t'avoue que c'est un peu flou, c'est un peu, tu vois, c'est un peu mélangé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'un burn-out, déjà pour commencer? Alors, un burn-out en français, ça donne syndrome d'épuisement professionnel, donc vraiment lié au travail. C'est comme ça qu'il est défini par la Haute Autorité de Santé française. En Suisse, je ne sais pas, mais en France, c'est vraiment syndrome d'épuisement très lié au travail. Et ça va être plein de signes qui manifestent un épuisement mental, donc vraiment cognitif, quoi. Tu as des pertes de mémoire, des pertes de concentration, mais aussi un épuisement physique. Donc, tu es fatigué, mais genre, tu vois, tu es fatigué tellement que tu es fatigué. Tu es fatigué de ta fatigue, t'en peux plus tellement qu'elle est chronique. Et aussi un épuisement émotionnel. Je parlais de craquage émotionnel. Donc, tu vas hurler, pleurer, des sauts d'humeur et vraiment des craquages, quoi. C'est émotionnellement, tu es fatigué. Et tout ça, là, c'est un burn-in. Donc, tu es cramé de chez cramé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste une adaptation au système de stress. C'est-à-dire qu'il y a les 3 phases de l'adaptation au système de stress. La première, ça va être l'alerte. J'ai un déclencheur de stress. Ce déclencheur, il peut être négatif comme il peut être positif. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être, je sais pas moi, ton enfant, il a son diplôme et il va à l'étranger, comme ça peut être un harcèlement moral, un harcèlement sexuel, une surcharge de travail, une pression omniprésente. Donc voilà, gardez à l'esprit qu'un déclencheur de stress, c'est juste un événement qui dit à notre cerveau, là, tu as besoin de déstocker de l'énergie, du sucre, de l'effort, toutes tes hormones, noradrénaline, cortisol. Il y a un événement qui dit à notre cerveau, il faut qu'on s'active. On est un en mode changement, alerte. en fait. C'est à partir du moment où il y C'est a comme un événement. Ok. Ouais. Il y a vraiment un événement qui vient secouer un peu le il quotidien. peut être positif, finalement. Ouais. C'est ça. Ça peut très bien être positif. Tu vois, quand tu accouches, tu es une maman qui devient hyper vigilante, hyper vigilante. Le petit bruit, tu vas l'entendre, au petit rien du tout, tu démarres au quart de tour parce que ton corps s'est dit, j'ai un nouveau-né, il faut que j'en prenne soin. Tu es en train de préparer un mariage, il y a ce stress de préparation du mariage. Je veux dire, en soi, le mariage, c'est bon. Mais le stress de la préparation, c'est un événement qui va déclencher tout un tas d'hormones. Et aussi, tu as la surcharge de travail qui, elle, va être plutôt progressive. Tu as le harcèlement qui, lui, va être plutôt insidieux, qui va instaurer un stress tout doucement. Tu ne le vois pas venir généralement, tu t'en rends pas compte. Mais voilà, quand tu as un événement heureux, lui, généralement, il est plus flagrant. Mais il n'empêche que tu vas toujours passer par cette phase d'alerte où ton corps, il va générer tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire face à ton événement. Donc, fournir de l'énergie, fournir de la concentration, de la réflexion, trouver des solutions, être en contact avec les gens. Donc, tu vas aller fournir tout ce qu'il faut pour répondre à cet événement-là. C'est quelque chose de très normal, c'est très primaire, c'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre face aux dangers, face aux lions, je sais pas moi, aux autres ennemis, aux grottes et compagnie. Donc c'est quelque chose de très primaire et installé et c'est normal. C'est des systèmes de défense, c'est bénéfique. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'à la base, c'est bénéfique. Le souci, c'est que c'est pas censé durer des années, c'est pas censé durer des mois. C'est-à-dire que tu es censé répondre à ton événement stressant et après, hop, je lève le pied. Et je dirais même que si l'événement dure des mois, toi, vu que tu as des routines self-care, ça te permet de lever le pied de temps en temps. Par contre, si tu donnes à fond sans jamais avoir de pause, tu vas passer de la phase d'alerte à la phase de résistance.
C'est-à-dire que là, ton corps, il commence à s'adapter et à suradapter à ta fatigue, à ton stress. Parce que quand on dit que le corps, il va générer des hormones de stress, bah forcément, ça va altérer ton sommeil. Je veux dire, ça fait partie du mécanisme à la base. J'allège ton sommeil, comme ça, tu es vigilante si jamais il y a un danger. Mais quand ça commence à durer dans le temps, ça devient un sommeil non qualitatif, non réparateur. Qui dit un sommeil non réparateur, eh ben, on va parler de fatigue plus importante la journée. Qui dit fatigue plus importante la journée, bah, je vais être irritable. C'est un cercle vicieux, je vais être moins patiente. Bah, tout à fait. Je vais être moins empathique. Et qui dit sommeil non réparateur, dit système immunitaire qui dégringole. Donc, s'il y a des bactéries, des virus, je vais les choper. Qui dit sommeil non réparateur, dit trouble de concentration, trouble de mémoire, trouble d'acquis. C'est-à-dire que je vais essayer d'apprendre, je révise pour des examens, mais je suis tellement stressée, je dors très mal. En réalité, je ne retiens absolument rien de ce que je révise. Et c'est pareil au boulot. Une fois que tu es en phase de résistance, ben, tu te rends compte que tu fais des erreurs sur des sujets que tu maîtrises normalement sur le bout des doigts. Tu oublies tout. Tu as une charge mentale qui s'accumule jour après jour. Et puis, tu vois, surtout si c'est en lien avec un harcèlement, mais des fois pas forcément, juste si tu t'ennuies dans ton travail, tu peux faire un burn-out parce que tu te fais chier, clairement. Tu ne vas pas titiller, tu sais, toutes tes compétences, ta curiosité intellectuelle, elle n'est pas du tout sollicitée. Donc, l'ennui, d'ailleurs, on va parler de bore-out, bah, tu vas passer par cette phase d'alerte et phase de résistance où tu vas t'adapter finalement à ton ennui et ça peut aboutir à un burn-out. Ce ne sera pas les mêmes conséquences, mais il n'empêche que tu seras épuisé vers la fin. Et que d'ailleurs, ça peut rejoindre aussi un brown-out où là, c'est la perte de sens au boulot. La politique, on va dire, de l'entreprise, elle est à l'antipode de tes valeurs à toi. Du coup, au quotidien, tu es contre tes valeurs. Au quotidien, c'est comme si tu te faisais la guerre à toi-même. Eh bien, même si ça reste très limite existentiel pour certains, même si c'est très introspection, c'est très psychologique, il n'empêche que ça va aboutir à un burn-out. Donc, en fait, quand on est en phase de résistance, voilà, le fait de s'adapter à une situation qui n'est pas, qui demande trop d'énergie à notre corps. Et plus tu demandes de l'énergie à ton corps, plus tu vas épuiser les réserves. Et plus tu épuises les réserves, et plus tu dois t'adapter encore plus pour répondre aux tâches du quotidien. Donc, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre entre ce que toi, tu peux fournir comme temps, comme concentration, comme énergie, et ce que ton quotidien te demande. Tu n'auras plus les capacités pour faire face à tout ce que ta journée te demande. Et c'est ça, la phase de résistance. Et ça va découler sur la fameuse fatigue physique où tu auras du mal, tu vas procrastiner plus, tu auras du mal à faire les choses, tu n'auras pas envie. La fatigue cognitive, comme je t'ai dit, des troubles de concentration, un moindre changement, ça va te bouleverser ta journée. Genre, tu avais déjà plein de choses dans la tête. Tu vois la petite goutte là qui fait déborder le vase. Il suffit d'un petit truc, d'un petit changement. Oh, mais tu as l'impression que tu ne vas pas survivre à ta journée, mais tu ne sais pas où donner de la tête. En fait, tu es fatigué de la tête, quoi. Tes neurones, ils sont fatigués. Et après, la fatigue émotionnelle, c'est vraiment, tu es irritable, tu es désagréable, tu peux être agressif comme tu peux être plutôt dans le repli sur soi. Tu ne parles plus à personne. Tu ne vas plus voir la famille, tu esquives les collègues, tes enfants, tu fais au mieux pour ne pas trop les voir, tu as les devoirs et tout, donc tu fais tes responsabilités, mais tu n'as pas envie en réalité. Tu les fais parce que tu es obligé de les faire, donc il y a plus cette sérotonine, quoi. Il n'y a plus cette empathie, il n'y a plus ce plaisir. Et ça, les gens le voient, ils le ressentent. Parce que tu deviens un peu comme un robot, en fait. Tu fais tes tâches de façon automatique, mais il n'y a plus les interactions que tu avais avant. Donc, les gens s'en rendent compte. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas de burn-in. Donc là, on est dans le burn-in, c'est-à-dire qu'on est dans la batterie qui affiche la barre rouge. C'est le téléphone. Je donne souvent cet exemple, je trouve qu'il est très parlant. Donc, tu as la batterie, elle affiche la barre rouge. Ça veut dire que tu peux encore continuer à appeler, tu peux encore continuer à écrire des messages et tout ça. Mais voilà, tu es sur le point de t'éteindre. Donc, c'est ça un peu le burn-in. C'est quand tu commences à bien manger, tu as épuisé tous tes minéraux, tu as surconsommé tous tes neurotransmetteurs, donc tout ce qui est noradrénaline, sérotonine, tu as trop de cortisol dans le sang. Et quand on a trop de cortisol, cette hormone de stress,
ça va impacter l'état de tes intestins. Donc, en fait, si ça se trouve, ton alimentation, elle est déjà bancale, mais même si tu mangeais correctement, ton intestin il est tellement malade qu'il assimile rien du tout. En fait, ça devient une passoire. Il assimile plus les nutriments, les vitamines. Ça veut dire que tu n'as plus ce qu'il faut pour fonctionner correctement, ce qui vient nourrir ton épuisement. Tu vois, quand tu parlais de cercle vicieux de stress, le burn-out, c'est un cercle vicieux du stress dans lequel il y a plein de petits cercles vicieux du stress. Donc, il y a celui du sommeil, il y a celui du magnésium et du calcium qui, plus l'un diminue, plus l'autre n'est pas sécrété, donc il diminue. Donc, tu n'as plus tes minéraux. Ton intestin est malade, tu ne sécrètes plus de sérotonine, donc tu ne dors pas et tu as des troubles de l'humeur. Si tu n'assimiles pas les nutriments, ton système immunitaire est faibli, donc tu es faible. Donc voilà, là, tu es en burn-in, tout se consomme, tout s'affaiblit. Et pareil, quand tu t'en rends compte, dormir, ça ne suffit pas là pour le coup. Il va falloir faire beaucoup plus, on en parlera juste après. Mm-hmm. Et quand tu ne te rends pas compte et que tu vas droit dans le mur, là, tu fais un burn-out. Un burn-out, c'est vraiment la phase de l'effondrement. Donc, la batterie, là, la barre rouge, c'est tout. Elle s'éteint, le téléphone, il s'éteint. Il n'y a plus rien. Et je dis souvent que celles qui ont fait des burn-out, elles savent qu'elles ont fait des burn-out. Parce que ça se manifeste de façon très physique. Soit, comme je te disais, tu vas tomber dans les pommes, tu vas faire un arrêt cardiaque, tu vas faire un AVC. Donc, ça va assez loin. Il y a des tentatives de suicide. Soit ça va être des gros craquages émotionnels. Donc, tu vas crier sur ton employeur, chose que tu n'as jamais faite. Il y en a une, elle m'a dit, j'ai pris le clavier, je l'ai lancé comme ça en pleine réunion, chose qu'elle n'aurait jamais faite. Tu vas hurler sur tes enfants. Ça se trouve, tu vas les frapper, tu deviens hystérique, incontrôlable. Ça devient de la rage, quoi. C'est hors de toi-même, en fait. Tu n'es plus la même personne, tu te reconnais plus. C'est ça. C'est très... Et puis, j'imagine que ça doit être difficile de se rendre compte. On se rend compte par la suite quand on est peut-être un petit peu posé, mais c'est tellement... Enfin, tout ce que tu décris, toutes ces phases, déjà, rien que le fait de manquer de sommeil, toutes les mamans qui nous écoutent savent ce que c'est. Hein, c'est terrible. Terrible pour l'organisme, disons. Même si tu n'es pas en burn-out, c'est... le manque de sommeil, c'est un outil de torture. Donc, il faut vraiment comprendre que si on utilise la désorientation et le manque de sommeil comme outil de torture dans les pires endroits de ce monde, c'est que vraiment l'impact est affreux sur un individu. Et quand tu parlais, on ne s'en rend pas compte, le burn-in, oui, généralement, on ne s'en rend pas compte parce que c'est la phase la plus... Déjà, la phase 2, c'est la phase bateau, la plus longue, qui peut durer des années, justement. Et là, c'est très vicieux, on ne s'en rend pas compte. Le burn-out, vraiment, la phase de l'effondrement, c'est en one shot, c'est clac. C'est un vrai... C'est pour ça qu'on appelle ça la phase de rupture, parce que tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas dire, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est vraiment très flagrant comme événement. Ça peut être même des paralysies, par exemple. Ton réveil sonne le matin, pas moyen de sortir de ton lit. Tu te prépares, hop, tu as préparé tes enfants, tu arrives devant la porte. C'est très physique, incapable. En fait. C'est très physique, ouais. C'est vraiment le corps, il te dit, vas-y, stop. Mais je pense que c'est ça. Je pense que aussi c'est ton corps, finalement, si je me trompe pas, qui en a tellement assez, qui en peut tellement plus avec tous les signaux qu'il t'a envoyés et tout, toi, tu ne captes pas. Et à un certain moment, l'enveloppe dit, il faut que je fasse un truc, il faut que je stoppe pour qu'elle comprenne, quoi, ou ils comprennent. Parce que tout ce que tu décris là, c'est vraiment quand même, on se rend compte que c'est des choses qui arrivent qui sont assez violentes en fait, hein, de tomber dans les pommes, c'est violent. Et j'aime beaucoup comme tu expliques justement avec le téléphone, je trouve qu'on arrive bien à se rendre compte qu'il y a plusieurs phases. D'ailleurs, dans le téléphone, quand il se décharge la batterie, on a plusieurs couleurs. Hein. Quand il est en vert, tout va bien. Après, il passe au jaune, orange, et puis on arrive au rouge. Et effectivement, quand il s'éteint, là, voilà, c'est entre guillemets trop tard, mais pas trop tard pour faire quelque chose justement, et on va en parler. Mais j'aimerais bien avoir ta réaction par rapport à... Hier, j'ai regardé une émission parce que justement, le sujet m'intéresse et en plus, on allait en parler. Et il y a un docteur qui parlait dans cette émission et qui disait que la question n'est pas de savoir qui aura un burn-out, mais quand. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase ?
Parce qu'en fait, on dit que, vu que je t'ai dit, ça reste un système d'adaptation au stress, donc c'est quelque chose de très physiologique et très primaire. Et c'est un système de défense à la base. Du coup, forcément, on y est tous confrontés, absolument tous. Il n'y a pas un individu sur Terre qui n'a pas croisé un événement indésirable ou un événement heureux et qui a dû se donner à fond pendant quelques jours et ensuite se sentir épuisé de chez épuisé. Donc, je suis bien d'accord, nous avons tous fait au moins du burn-in, tu vois. Peut-être pas le burn-out jusqu'au bout, peut-être qu'on n'a pas été bloqué devant la porte parce qu'on était incapable de sortir de chez nous. La phase de burn-out, elle est, voilà, c'est la dernière, le dernier petit point de la ligne, je sais pas comment dire, c'est vraiment la dernière étape, c'est au bout de plusieurs mois, voire pour plusieurs années pour certaines. Donc peut-être pas de burn-out, mais le burn-in, c'est sûr et certain qu'on en a tous fait. Parce que finalement, dans la vie, comme tu expliques, ça peut être un événement heureux comme un mariage, ça peut être un événement tragique comme la perte de quelqu'un ou autre qui peut nous créer du stress finalement. Et on se rend bien compte que encore plus dans la situation actuelle, tu en parlais en début de podcast, sanitaire qui nous a mis pendant longtemps. Je pense que personne ne pensait que ça durait autant longtemps, mais ça fait 2 ans, plus de 2 ans qu'on est là-dedans. Et je pense qu'effectivement, on entend aussi parler beaucoup plus de burn-out parce que ça a été un grand stress. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette situation sanitaire, justement? Est-ce que tu as vu vraiment les cas augmenter et ouais, des personnes t'approcher un peu plus parce que ils se retrouvent complètement dépassés par tout ce qui se passe? En fait, tu as le télétravail. Donc, les gens, ils ont été balancés du jour au lendemain à travailler de chez eux. Alors que je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais tu vois, en France, c'était pas quelque chose de courant, le télétravail. Non, Il y ici avait non très plus. peu de personnes. Donc, du coup, du jour au lendemain, les gens, ils avaient leurs enfants, leurs conjoints et leur boulot, le tout dans la même maison, alors qu'à la base, ils se levaient le matin, ils se voyaient, voilà, peut-être une demi-heure, et après, chacun partait dans son coin et ils se revoyaient le soir. Il ne faut pas se mentir, quand tu as ce rythme de vie et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez en cohabitation à plein temps, c'est plus qu'un événement indésirable. Il n'est pas indésirable dans le sens il est négatif, mais il n'est pas voulu, quoi. Il est tout nouveau. Il aurait dû se faire de façon progressive. Oui, ça a été pour du jour au habituer, lendemain. Bah oui, ça a été du jour au lendemain. Donc, les gens, ils n'avaient pas l'habitude de vivre à 5 dans la maison toute la journée. Et en plus, avec les réunions en visio pour le boulot, mais aussi faire l'école et les devoirs aux enfants. Et franchement, rien que le fait d'être comme ça ça a duré le premier confinement, je ne sais plus combien, mais ça a duré longtemps. Et les gens, ils ont pété des plombs. D'ailleurs, on dit qu'il y a eu une augmentation de divorce. Parce qu'en fait, la cohabitation, déjà, c'était quelque chose de difficile, vu qu'il n'y avait pas cette habitude. Et c'est devoir s'adapter. Encore une fois, le cerveau, il s'adapte à des événements. C'est vrai que je me permets de sourire, mais je veux quand même juste préciser que c'est triste qu'il y ait des divorces et qu'il se soit passé ça, mais c'est vrai qu'on peut comprendre que de te retrouver dans cette situation, on l'a tous vécu, donc on peut tous témoigner de notre propre expérience. Ça, pour le coup, on est tous dans le même bateau, riche, pas riche, peu importe, on est bien d'accord. Maintenant, c'est vrai que j'ai souvent pensé aux familles qui déjà étaient un petit peu bancales pour X raisons que ce soit, mais aussi parce que moi, j'aide les personnes à se sentir bien chez eux, pour se sentir bien en eux. Et c'est là que je me suis rendu compte, et je pense que beaucoup de monde s'est rendu compte, que où on vit, c'est hyper important, et c'est là que tu recharges normalement tes batteries. Donc là, on a dû tout refaire notre schéma de vraiment d'adaptation. Alors, ça a été une adaptation extrême de 1. De 2, des gens se sont retrouvés en télétravail et ils n'avaient pas le matériel nécessaire aussi. Donc ça, c'est encore une source de stress. Les enfants, moi je me souviens, on a dû faire l'école à la maison, comme tout le monde en fait. Nous, on n'avait qu'un enfant, mais certaines personnes en avaient 3 et à des horaires différents. Enfin, le stress que... En fait, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces personnes qui effectivement se retrouvent dans une situation plus stressante. Parce que je pense que dans le tout, pour ma part en tout cas, j'étais assez bien lotie. Le burn-out, quand tu l'as décrit en début de podcast, en France, c'est en tout cas dans la sphère professionnelle.
Mais on parlait là de burn-out aussi. Parce que j'ai lu que c'était un burn-out maternel, est-ce que ça se dit comme ça au niveau de la sphère familiale? Parce que là, je dis pour les mamans, parce que c'est le public en règle générale qui m'écoute, mais ça peut être aussi les papas. Est-ce que dans la sphère privée, justement, ça se passe? Et puis, est-ce que ça s'appelle vraiment un burn-out ou est-ce qu'on utilise un autre terme? Parce que comme je te disais en début de podcast, entre la dépression postpartum, entre le burn-out et la dépression, comment on peut différencier ces trois-là? Et puis, est-ce que la maman peut avoir un de ces trois ou comment est-ce qu'on arrive à les différencier en fait pour se dire, ah ben là, je suis maman, est-ce que j'ai entre guillemets le droit d'avoir un burn-out ou est-ce que c'est direct une dépression, tu vois? Parce que je trouve que des fois, on n'arrive pas à s'auto-analyser quelque part pour demander de l'aide. Alors, le burn-out au tout début, ça touchait les quarantenaires qui travaillaient dans la bourse. C'était assez stéréotypé finalement. Pour faire un burn-out, il fallait être trader, je ne sais pas où. Ensuite, on a commencé à reconnaître des burn-out dans tout ce qui est milieu social et éducatif, donc tout ce qui est paramédical, médical, professeur, assistante sociale et tout ça. Mais aujourd'hui, on sait très bien que finalement, un burn-out, il peut toucher n'importe quel individu, qu'importe son niveau en termes d'aisance sociale, qu'importe ce qu'il est dans la hiérarchie, tu peux très bien faire un burn-out, mais plus que ça ne touche pas uniquement la sphère professionnelle, pas du tout. Tu peux très bien faire un burn-out parental. Comment tu le reconnais? Bah, écoute, au travail, ça se passe très bien. Je dirais même que heureusement que j'ai mon travail. Les individus vont te dire, mais heureusement que je vais au boulot, sinon je vais péter un câble. Parce qu'en fait, c'est à la maison que ça se passe mal. Tu peux avoir un burn-out étudiant. Le fait, tu sais, d'avoir des études, travailler, payer un loyer, toute la pression, le stress, parce que l'école aujourd'hui, c'est une catastrophe. À partir du collège, déjà, c'est une catastrophe. Le harcèlement, le cyberharcèlement. Et quand tu arrives aux études supérieures, c'est toujours aussi difficile. Mais en plus, là, tu es responsable, tu dois payer ton loyer, tes charges, tes études, donc on peut faire un burn-out étudiant. Notamment ceux qui font ça en alternance, tu sais. On a beaucoup des étudiants arrivés stagiaires dans des entreprises et qui sont harcelés de tous les côtés. Et bien sûr, tu fais un burn-out. Et aujourd'hui, on parle aussi de burn-out familial. Donc, c'est plus grand que le parental dans le sens où tu t'occupes peut-être d'un membre de ta famille qui est malade et ça te demande trop d'énergie parce que tu as déjà tes enfants, tu as déjà ton travail, tu as déjà ta vie, quoi. Donc, en fait, on est dans la surcharge de boulot. Ça peut être aussi un burn-out conjugal, entre guillemets, dans le sens où si tu es harcelé à la maison par ton conjoint, ben bien évidemment que tu vas faire un burn-out. Alors, ça peut aller beaucoup plus loin parce que c'est tellement vicieux quand c'est comme ça conjugal, où là, je pense que la dépression, elle est beaucoup plus... elle arrive plus vite étant donné que les femmes battues, tu sais, elles sont honteuses, culpabilité, puis elles sont dans la survie à plein temps, elles n'en parlent pas. Et c'est vrai qu'à mon avis, ça va plus facilement et plus vite à une forme de dépression que si tu étais au travail. Parce que du coup, t'es toute il y a seule, cette quoi. séparation peut-être, ouais, je ne sais pas. Mais avec le conjoint, c'est plus vicieux, surtout s'il y a des enfants et tout, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, est-ce que je fais une dépression postpartum ou est-ce que je fais un burn-out parental? Moi, je me dis que avant les 2 ans, 2, 3 ans, peut-être qu'on est encore dans le postpartum parce qu'il y a encore cette histoire d'hormones qui se régule petit à petit. Donc, j'ai tendance à me dire que si l'enfant, il a encore 2 ans, 2 ans et demi, on va peut-être s'occuper du postpartum. J'ai l'impression qu'on est encore là-dedans, c'est encore frais. Maintenant, si tu me dis que ton enfant, il a 8 ans, bon, on va parler plutôt de burn-out parental parce que le postpartum, ça fait longtemps, quoi. Ouais. C'est plus vieux. Après, pour la dépression, bah là, c'est plus difficile dans le sens où tu as des dépressions majeures qui sont en lien avec la génétique, avec des maladies peut-être chroniques ou des maladies psychiatriques tout simplement. Tu t'en rends pas compte tout de suite. Les diagnostics ils peuvent être faits sur le tard. Et ça peut être une dépression réactionnelle suite à un burn-out, par exemple. Ça peut être le cas. Et ça, clairement, on va aller dans tous les cas. De toute façon, je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais dans tous les cas, si tu te sens, si tu te reconnais dans ce que je raconte, il faut aller consulter un médecin traitant. Ça commence par là. Il n'y a pas, même si on est anti, tu sais, chimique, on n'est peut-être pas très pour les antidépresseurs, les somnifères et tout ça, mais prenez votre santé au sérieux. Faut pas toujours. En fait, c'est comme tu expliquais, c'est un peu la béquille, non?
Tu expliquais, je crois, dans Oui, un de tes ouais, podcasts, si, j'ai beaucoup si, aimé l'explication que tu as donnée oui. parce que c'est vrai que moi, perso, ben, j'ai toujours cette peur, en fait, des antidépresseurs. Et du Mm. coup, tu l'expliquais très bien. Tu arrives juste à nous expliquer parce que j'ai trouvé que c'était chouette, comme tu avais dit. Ah ouais, c'est vrai, je dis que les médicaments, c'est comme une béquille. Donc, tu vois, quand tu tombes, tu te fractures, je sais pas moi, le fémur. Fémur, ouais, peut-être un plâtre. Bref, tu as un plâtre. La béquille, elle est là pour te permettre de sortir du lit et te mouvoir, te mettre en action. On ne te donne pas des béquilles pour que tu restes alité avec ton plâtre, alité, c'est-à-dire rester dans ton lit H24. Donc, le médicament, c'est comme la béquille. Ça va t'aider, ça va te donner un petit coup de boost en termes d'humeur, de neurotransmetteurs. Encore une fois, c'est très neuronal, c'est très chimique. Donc, ça va te donner de la sérotonine pour dormir ou ça va te donner de la dopamine pour être en forme le matin. Mais c'est vraiment un coup de boost. Voilà, quelqu'un qui pousse comme ça pour que tu puisses te mettre en mouvement. Ça peut durer dans le temps. Ça peut prendre plusieurs mois pour savoir quelle molécule est la plus adaptée à quel dosage. Mais pendant tout ce temps, je vais pas faire que dormir. Je vais pas juste comater sous ma couette. Je vais pas végéter devant la télé. Pendant tout ce temps, je vais quand même me mettre en mouvement. Je vais quand même changer mes habitudes. Je vais quand même demander de l'aide. Je vais quand même voir un psy, un coach, un thérapeute, une sophro. Encore une fois, il faut une prise en charge pluridisciplinaire pour Mhm. sortir du burn-out. Et donc, effectivement, les médicaments chimiques, même s'il y a un risque d'accoutumance et tout ça, on peut les prendre à condition de se dire c'est qu'une béquille. À un moment donné, je vais les arrêter et je vais recommencer à marcher tout simplement. C'est juste c'est comme une transition, tu sais, pour C'est un avoir moment ce dans ta vie. qu'il faut. Voilà. Parce qu'en fait, tu es tellement down, tu es tellement démoralisé, tu es tellement fatigué. Si je Mhm. te dis fais de la visualisation avant de dormir, ça va te sembler la fin du monde, C'est beaucoup ça. trop lourd, beaucoup trop chargé. Donc, des fois, les médicaments vont te permettre de faire de la visualisation avant de dormir. Elles vont te permettre de prendre des cours de yoga. Elles vont te permettre de faire des exercices d'introspection. C'est ça, en fait, le médicament, il faut le voir comme ça. Et petit à petit, tu vas le réduire pour l'arrêter parce que les sevrages aussi se font progressivement. Mais dans tous les cas, ça commence par une visite chez le médecin traitant ou le médecin du travail. Et lui, il va soit vous faire un questionnaire, soit des bilans sanguins, bref. Et si tu vois que ton médecin il n'est pas sensible à l'épuisement, bah, tu vas en voir un autre. C'est pas grave, tu as le droit de changer de médecin. Le tout, faut qu'il y ait quand même une prise en charge médicale, pourquoi pas paramédicale. D'ailleurs, seul un médecin traitant va dire si un psychiatre est indiqué ou pas. Et des fois, le psychiatre est indiqué. Et c'est pas grave. C'est pas Mhm. grave. Le plus important, c'est de s'en sortir. Donc, c'est pas grave si je dois consulter un psychiatre, donc qui est très lié aux maladies mentales, mais c'est pas grave. Il faut savoir que, de toute façon, le burn-out, même si c'est pas une maladie en tant que telle, il est quand même répertorié dans les maladies mentales. C'est un syndrome, tu vois. C'est pas une maladie, c'est un syndrome. Donc, c'est un ensemble de symptômes. Mais il est quand même dans les maladies mentales. Donc, à un moment donné, il faut l'accepter aussi comme ça. Et c'est pas grave si je dois passer par un psychiatre. Et aussi, tu vois, comme quand on parle de Faut un peu la dédramatiser tout bourre. ça, hein. C'est clair que Ouais, mais ça sonne vraiment ouais. comme oh là là, je vais voir un psychiatre ou je prends des antidépresseurs, ça veut dire que je suis folle et que, mais en fait, il y a des fois, des moments dans ta vie où tu as besoin de cette béquille, de cette aide. Et peu importe si tu es bien entouré ou pas, quelquefois même, tu te retrouves dans certaines situations où toi, tu n'es pas bien, mais tu arrives pas non plus. La personne qui est à côté de toi, ta famille, par exemple ton mari, ou bah, il aura de la peine à supporter ça aussi, à porter ce poids-là. Donc, le fait d'aller parler avec un médecin professionnel qui connaît exactement ce qui se passe dans ta tête, disons, eh bien, ça va permettre de ne pas mettre un poids non plus supplémentaire sur une personne de ta famille qui n'est pas formée pour ça non plus. Et pour toi, ça te permettra aussi de te décharger. Donc, je pense que c'est aussi important et je tiens vraiment à dédramatiser tout ça, à ne pas se dire, voilà, oh là là, maintenant je suis folle, donc voilà, c'est pour ça que je vais voir un psychiatre. Non, c'est comme tu le dis, c'est vraiment un certain moment de ta vie et peu importe le temps que tu auras besoin, tant que ça te fait du bien et que tu avances, ben, Ah what's the oui. problem? D'ailleurs, c'est la différence avec une vraie maladie mentale. Euh, les maladies mentales, voilà, tout ce qui est schizophrénie, bipolarité, tout ça, ça c'est à vie. Mhm. Les gens, ils vont jamais réellement guérir.
ils vont avoir des traitements qui vont réduire les symptômes pour qu'ils puissent avoir une vie sociale, professionnelle et tout ça, et encore pas tous. Mais je veux dire, le traitement, c'est à vie, le psychiatre, c'est à vie, il y en a qui se font interner à vie, donc ça, c'est à vie. Le burn-out, lui, c'est quelque chose qui est guérissable, en fait. Donc, si tu passes par un psychiatre, tu sais que c'est pour un temps donné, le temps de remonter la pente, et après, tu n'auras plus besoin de ce psychiatre, tu n'auras plus besoin de tes médicaments. C'est la différence avec une vraie maladie mentale. Donc, c'est pas grave. Et de toute façon, on s'en fout, quoi. Le plus important, c'est de prendre soin de soi et de guérir. Donc, si guérir veut dire passage par psychiatre, ok, on garde l'objectif final, c'est-à-dire guérir. Qu'importe, qu'importe par quoi je dois passer. Et puis, de toute façon, tu sais, le regard des autres un peu, et puis les jugements, et puis voilà, ce qu'on associe, tout ça, c'est un travail sur soi. Donc, Bien au sûr. début, je sais que quand je dis c'est pas grave, en face, elle me dit mais comment ça, c'est pas grave? Bien sûr que c'est grave. Donc, je sais que c'est un travail sur soi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être accompagné, justement. Et qu'à un moment donné, les gens, ils s'en foutent un peu du jugement des autres et du regard des autres. Et elles vont voir un psychiatre et elles le crient sur tous les toits. Elles n'en ont plus rien à faire. Mais au début, voilà, faites-le, c'est pas grave. Faites-le en secret, tu vois. Dites-le à personne. Gardez ça pour vous. Dites que vous allez vous faire masser à la place. Je sais pas ce qui passe le mieux, mais c'est pas grave. Faites-le en secret, mais allez voir un psychiatre si nécessaire. Merci en tout cas pour ces conseils, parce que justement, je voulais te demander si quelqu'un qui nous écoute se sent comme ça épuisé et voilà, au bord de quelque chose de pas très positif en tout cas. Donc, ton conseil, c'est vraiment aller voir un médecin déjà pour commencer et si cette personne n'est pas réceptive, aller voir quelqu'un d'autre. Il faut pas hésiter. C'est pas parce que ça peut être ton médecin de famille, mais peut-être qu'il n'est pas assez sensible à ce niveau-là. Donc, hésite pas à aller voir quelqu'un d'autre qui pourra t'aider justement et te prescrire des choses qui pourront t'aider. Et toi, Sarah, donc toi, tu proposes des accompagnements justement pour les personnes qui sont en burn-out. Comment tu pourrais aider? À quel moment tu peux aider en fait ces femmes, ces hommes qui clairement sont en burn-out? Ou pendant ou avant, ou parce que comme tu disais, tu le fais avant, pendant et après. Donc, est-ce que les personnes peuvent venir te voir après avoir vu un médecin? Comment ça se passe en règle générale et comment tu peux les accompagner? En fait, moi, je propose toujours des appels diagnostiques, comme ça, je sais justement si je peux aider la personne ou pas. Et quand je les ai au téléphone, je leur pose mes questions et ça m'est déjà arrivé de dire à une personne, je préfère que tu ailles voir un médecin traitant, qu'il t'indique un psychiatre, commence ton travail et ta thérapeutique avec ton psychiatre. Quand tu seras un peu mieux, voilà, une fois que tu as ton traitement, que tu as tes consultations avec ton psychiatre, là, tu pourras revenir me voir pour qu'on puisse travailler le reste. Parce qu'encore une fois, il faut savoir connaître ses limites et je ne vais pas aider quelqu'un qui est au bord de la dépression, par exemple. Des fois, le burn-out, il est tellement poussé que je l'entends. Je sais si tu l'entends. Tu l'entends à la voix de la personne que on n'est pas loin de la dépression. À ce moment-là, oui, mon programme tout seul n'est pas indiqué, mais il est complémentaire. Donc, si la personne, elle a vu un médecin traitant, que celui-ci lui a déjà donné un traitement, donc elle est déjà en cours de thérapeutique ou pas, il lui a peut-être dit que ce n'était pas nécessaire. Des fois, tu sais, il donne juste des anxiolytiques si besoin, en cas où. Mais dans tous les cas, elle est passée par le corps médical. C'est très important pour moi. Passe d'abord par un médecin, ça ne coûte rien, c'est pris en charge par la Sécu. Vas-y, passe par un médecin, raconte-lui ce que tu vis. Tu verras bien ce qu'il va te donner ou ce qu'il va lui t'indiquer. Et en complément, là, oui, avec moi, on va bosser, parce qu'en fait, je te dis, je suis conseillère en naturopathie. Puis, de toute façon, je suis infirmière, donc on va passer l'hygiène de vie. On va revoir l'alimentation, on va améliorer le sommeil, on va revoir les habitudes, on va mettre des routines self-care pour nourrir la résilience, tu sais, nourrir la positivité, l'optimisme, l'estime de soi. On va utiliser le tricot parce que la créativité, elle est utilisée en psy depuis la nuit des temps. L'art-thérapie, c'est utilisé depuis toujours. Ça fait énormément de bien à la fatigue mentale, à tout ce qui est cognitif. Ça va retravailler un peu la mémorisation et tout ça. Et puis, on va aussi bosser l'ikigai. Donc, c'est les valeurs, on va identifier les valeurs de l'individu pour trouver pourquoi il est doué, qu'est-ce qu'il aime faire, et puis essayer d'associer une mission de vie
beaucoup veulent changer, veulent une reconversion professionnelle après un burn-out. Pas toutes, hein, mais beaucoup veulent une reconversion. Pour le coup, l'ikigai, la mission de vie, va lui éclaircir un peu les idées pour savoir vers quoi elle peut aboutir. Et dans mon accompagnement, quand je parle de pluridisciplinaire, tu trouveras des exercices de sophro, de yoga. C'est pas moi qui les fais, c'est des expertes dans leur domaine. C'est des profs de yoga, des sophrologues qui m'ont fait des exercices qu'elles peuvent faire le matin, le soir, le midi, quand elles sont fatiguées, qu'elles peuvent du coup injecter dans leur routine self-care. Tout ce qui est connaissance de soi, pareil, je fais appel à des expertes dans le domaine, genre les intelligences multiples, l'Ayurveda. Donc vraiment, ça permet de se connaître, parce que quand tu es comme ça au bout du rouleau, je te pose des questions du style: qu'est-ce que tu aimes dans la vie? La personne, elle ne sait pas. Qu'est-ce que tu veux dans un an? La personne, elle ne sait pas. Tellement qu'elle est déconnectée d'elle-même, parce que ça fait des mois qu'elle se concentre uniquement sur son stress et sa fatigue. Automatiquement, tu te déconnectes de tes ressentis. Donc, en fait, tu as des outils comme ça de connaissance de soi qui vont t'aider à te dire: ah ouais, c'est vrai ça. Ah ouais, c'est vrai ça me parle. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est moi avant. Ah ouais, c'est vrai que je faisais ce truc-là, je ne le fais plus. Donc, c'est des outils qui te permettent un peu de te reconnecter à toi, quoi. Mais ce que j'aime beaucoup aussi… Et c'est aussi… tout ce travail. Ah, excuse. Vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire que c'est tout ce travail sur le long terme. Il y a un petit décalage. On est un petit décalage, hein, vous inquiétez pas, on va y arriver. Vas-y, à toi. Ouais, non. J'allais dire, c'est toutes ces différentes sphères de ta vie, en fait, quand tu y vas petit à petit. Hein. Moi, mon accompagnement, il est sur 6 mois, parce que je sais qu'il faut du temps. Et des fois, même 6 mois, certaines, ça ne leur suffit pas. C'est vraiment petite action par petite action. Tu améliores petit bout par petit bout. Et c'est comme ça que tu remontes la pente quand tu fais un vrai burn-out. Et aussi, c'est comme ça que tu évites. Alors forcément, c'est plus vite, c'est plus rapide pour un individu d'éviter la dernière phase du burn-out que de rebondir suite à un burn-out. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux lever le pied plus tôt. N'attendez pas d'être paralysé dans votre lit, par exemple, pour aller voir un médecin. Dès que tu sens que tu es fatigué, va voir un médecin, parce que, comme pour toute maladie, en réalité, plus vite tu la prends en charge, et plus tu as de possibilités de guérir. Donc, c'est clair que c'est plus facile, entre guillemets, ça va aller plus vite, d'éviter la phase de l'effondrement que de rebondir. Mais ça reste faisable, ça se fait. Je veux dire, les gens s'en sortent et les gens reprennent une vie, ils reprennent une vie personnelle, professionnelle, ils reprennent le goût de partager des choses, et le plaisir revient. Voilà. C'est pas fatal du tout. Le burn-out, certes, c'est difficile, mais il a cette qualité d'être largement guérissable, à condition d'être accompagné. C'est clair qu'il faut être accompagné. Non, mais dans cette phase de burn-in, en fait, c'est vrai qu'on peut quand même se rendre compte qu'on est en train de cramer un petit peu. Parce que quand tu parles justement d'épuisement, moi, je vois aussi, par exemple, la lassitude. Quand tu n'as plus envie, quand tu n'as plus envie de te lever, quand tu n'as plus envie d'aller au travail, ou quand tu n'as plus envie de faire les choses chez toi, mais que ça dure sur une certaine période, parce qu'on peut tous avoir des moments où il y a une semaine où on n'a rien envie de faire, ça arrive. On peut être juste fatigué. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à se dire, parce que dans cette société, on a quand même encore beaucoup cette image, notamment, entre autres, des parents qui sont super parents, qu'on doit tout faire tout seul. Moi, je vois aussi dans mon domaine les personnes qui n'osent pas demander de l'aide, par exemple, à une femme de ménage pour venir faire le ménage, parce qu'on est censé pouvoir tout faire toute seule. Non, si ça dure dans le temps, vraiment, après plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, où tu vois que tu as cette lassitude et tout, ça peut être même juste ça, de pouvoir en parler, de pouvoir juste dire, écoute, il y a un truc qui joue pas, quoi. C'est bizarre, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien, etc. Je pense que effectivement, c'est mieux de réagir à ce moment-là plutôt que d'attendre que la batterie s'éteigne, quoi. Ça, c'est clair. Et ce que je voulais réagir avant, c'était par rapport à la trichothérapie. Parce que, peut-être pas tout le monde a envie de faire du tricot, mais ce que je vois de vraiment cool là derrière, c'est, moi, je l'utilise un petit peu plutôt en faisant du coloriage. En fait, ça te met dans une phase de méditation sans que tu t'en rendes compte. Et pour moi,
mon cerveau est fait d'une certaine manière que la méditation, c'est hyper compliqué pour moi de le faire. D'ailleurs, je ne peux pas faire de la méditation moi toute seule comme ça. Je dois toujours faire de la méditation accompagnée parce qu'il y aura toujours cette voix qui va me rappeler que je suis en méditation. Et quand je fais du coloriage, eh bien, automatiquement, mon cerveau se met genre en mode. Et je pense que c'est un peu la même chose avec la trichothérapie et c'est bien de justement de parler de ces différentes choses parce que euh, on dit souvent oui, ben moi j'aime pas la méditation, etc. Mais c'est vrai, ça fait vraiment du bien quand tu arrives à déconnecter ton cerveau. Et je pense justement que ces ateliers, est-ce que tu fais des ateliers en ligne de trichothérapie? Est-ce que les gens peuvent aussi suivre en ligne ou c'est C'est direct en physique. physique? Les ateliers de trichothérapie, j'en fais, mais j'en fais en physique Mm. parce que en ligne, c'est compliqué. Ouais. Tu sais, c'est vrai qu'il y a ce plaisir d'être autour de la même table et de discuter, d'avoir le café. En fait, avant, si, hein, pendant le confinement, j'avais fait quelques ateliers en ligne, mais c'est C'est pas, pas la même il n'y a pas chose. le bienfait. Ouais. Par contre, quand tu es dans mon accompagnement, vu que tu as accès aux cours de tricot, bah oui, pendant les coachings de groupe, tu peux te ramener avec ton tricot, il n'y a aucun souci. Moi, j'en ai une, à chaque fois qu'on est en coaching, bah, elle est là en train de tricoter et Trop bien. c'est cool parce que ça libère en fait la parole. Vu Mhm. que ça te met à l'aise, tellement que ça te détend, bah, tu parles beaucoup plus facilement et elle pleure beaucoup. Mhm. Vraiment, ça l'aide À à se libérer. libérer. Parce que des fois, tu es bloqué. Tu comprends, dans notre société, tu n'as pas le droit de t'exprimer, tu n'as pas le droit de crier, tu n'as pas le droit de pleurer, tu dois sourire tout le temps, être en forme tout le temps. Donc, des fois, on a c'est pas plus des filtres, vraiment des Mhm. blocages. Et le tricot, lui, il désactive tout ça. Et du coup, tu libères beaucoup plus facilement. Mais effectivement, l'art-thérapie, elle inclut beaucoup de choses. Tu as de la musique, tu as du dessin, tu as de la couture, tu as le tricot, tu as de la broderie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La poterie, bricolage. Vraiment, en fait, tout ce qui est manuel. Tant que c'est manuel, ça passe. Moi, j'en ai Super. une fois, je l'ai interrogée. Elle m'a dit ce qui m'a sauvée, c'est le bruit de la surjeteuse. Ça, c'est une machine à coudre spéciale. Et en fait, c'est ça elle faisait ça pendant des heures. Et c'est ça qui l'a détendue. Donc, après, encore Super. une fois, c'est la connaissance de soi. Il faut trouver ce qui te fait du bien, en fait. C'est exactement ça. C'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on aime, se recentrer sur soi-même. Parce que comme tu disais, euh, souvent quand on est fatigué, épuisé, c'est même pas fatigué, c'est épuisé, on sait même plus finalement qui on est, ce qu'on aime. Et c'est pour ça que ce que tu disais par rapport à tes accompagnements, je pense que ça peut être, alors je dirais même au-delà du burn-out, hein, même si tu ne l'es pas ou tu es en burn-in ou je ne sais quoi, je pense que ça serait même bien pour tout le monde, quoi qu'il en soit, parce qu'on a Ouais, tous plus ou moins une fatigue qui est là, présente, et vraiment la connaissance de soi, c'est hyper important. En tout cas, Sarah, merci beaucoup pour ta présence ici sur le podcast. Et de toute façon, je mettrai, comme j'ai dit, toutes les informations. Si les personnes veulent te contacter pour un appel découverte, je mettrai aussi tout ça. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer cet épisode? bah, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ça, c'est une très, très bonne, comment dire, un très, très bon conseil pour tout le monde. Prenez soin de vous, écoutez-vous et demandez de l'aide si vous en avez besoin, si vous sentez que, voilà, que c'est un peu compliqué en ce moment. En tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'avoir Merci à été toi. présente pour parler de ce sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Et j'espère vraiment du fond du cœur à chaque fois que je fais quelque chose, et là encore plus avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment, c'est que même si ça va aider qu'une seule personne, ça sera déjà génial. Donc, merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Ciao, ciao.